S'il est vraiment marchand de la mort, pourquoi on libérait un vrai marchand de la mort au nom d'une basketteuse? Point d'interrogation. Si vraiment le droit de l'homme existe, si le marchand de la mort a vraiment été auteur de plus d'un million de morts, pourquoi on l'a libéré pour donner une basketteuse? C'est pas pour dire que la vie de Giner n'est pas importante. Mais est-ce que la mort de ceux qui sont morts à travers ce tueur, prétendu tueur, entre parenthèses, les millions de morts dont on l'a déclaré, c'était du baratin? C'était du n'importe quoi ou quoi? Ou ils ne valent pas la peine parce que ils étaient prétendument africains ou afghans, tout ça. Le droit de l'homme. On entend parler du droit de l'homme très souvent, très répétitivement. Vous le savez, le droit de l'homme ici, le droit de l'homme là-bas. Aujourd'hui, on va parler du droit de l'homme. Chacun a le droit d'exercer, de vivre, de pratiquer sa religion, de vivre en corrélation, en égalité, tout ça, le droit de l'homme. Pour ceux qui ne savent pas, quelque chose de très intéressant s'est passé. On va essayer un peu de voir ce que ça veut dire. Les États-Unis viennent de libérer, en échange pour une basketteuse, un monsieur très intéressant. Un Russe vient d'être libéré en échange d'une basketteuse, au fait. Un Russe était emprisonné aux États-Unis et la basketteuse était emprisonnée en Russie. Brittney Griner, elle a retrouvé la liberté en échange de celle du célèbre marchand d'armes russe Viktor Bout. La basketteuse de 32 ans avait été arrêtée à Moscou il y a 10 mois avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis. Elle avait écopé de 9 ans de prison. Un marchand d'armes russe, Viktor Bout, a été échangé contre Griner. C'est qui la basketteuse? On va essayer de découvrir. Quelques jours avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, la double championne olympique basketteur Brittney Griner a été arrêtée à l'aéroport international de Sheremetyevo de Moscou après la découverte d'un liquide de vapotage à base de cannabis dans ses bagages. En août, elle a été condamnée à 9 ans de prison en Russie pour trafic de drogue. Griner est arrivée aux États-Unis dans un cadre d'échange de prisonniers entre Moscou et Washington. En échange de Griner, les États-Unis ont renoncé au citoyen russe Viktor Bout, qui purgeait une peine de 25 ans dans un pénitencier fédéral américain pour complot visant de tuer des citoyens américains à l'aide d'une organisation terroriste. Donc, évidemment, pour ceux qui comprennent, Brittney Griner, une basketteuse américaine très connue, très respectée, a été arrêtée en Russie pour avoir voyagé avec un instrument de vapotage, pour ceux qui s'appelle vape en français, en anglais. Vape en anglais, pour ceux qui connaissent. On peut faire, c'est genre chicha à l'américaine. On peut mettre n'importe quoi, tout ce qu'on veut. On peut mettre des saveurs, on peut mettre du cannabis, tout ça. Elle a alors été arrêtée en Russie parce qu'elle voyageait avec ça. On l'a condamnée pour trafic de drogue. C'est quand même lourd, n'est-ce pas? Trafic de drogue pour avoir porté une histoire personnelle, okay? De vapotage, de tout ça. Mais dans ce cadre, les États-Unis aussi avaient arrêté depuis longtemps un citoyen russe, trafiquant d'armes, qui avait été condamné à 25 ans de prison aux États-Unis. Et vous savez comment ça se passe pour la plupart des fois, quand il y a quelqu'un d'important ici et quelqu'un d'important là-bas, on essaie de négocier, de discuter pour voir comment on peut trouver un terrain d'entente. Ici, évidemment, on parle de droits de l'homme. D'accord? Je pense que c'est très important, on va rester concentré. En 2012, à 25 ans de prison, l'homme faisait l'objet de négociations depuis des années entre Moscou et Washington. Là, on parle de M. Bout. Il faisait objet de négociations entre Moscou et Washington. Viktor Bout a été arrêté en Thaïlande en 2008, piégé par des agents américains. Selon l'accusation, il a accepté de vendre un arsenal de fusils et des missiles à ses agents secrets, se faisant passer pour des guérilleros de forces armées révolutionnaires de Colombie, qui disaient vouloir utiliser ces armes pour abattre des hélicoptères américains aidant l'armée colombienne. Donc les États-Unis étaient en train de lutter contre l'armée colombienne à l'époque, et des guérilleros, c'est-à-dire des Colombiens qui luttaient contre cette présence américaine, voulaient évidemment de l'aide. Alors les Américains se sont servis et se sont fait passer pour des guérilleros, allant voir M. Bout pour essayer de voir est-ce que tu peux nous vendre des armes pour exécuter nos œuvres. Et il a accepté, il a dit ok, je vais vous vendre des armes. Alors comment M. Bout a commencé à vendre des armes? Il a commencé à vendre des armes après la chute de l'Union soviétique. Il a acheté beaucoup d'armes. D'accord, vous voyez un peu, l'Union soviétique est tombée, il a acheté beaucoup d'armes qu'il a gardées pour lui. Il a commencé à vendre des armes à qui on avait besoin. Vous savez, il y a des gens qui le font, hein, c'est comme ça, marchand d'armes. Maintenant, il a eu cette opportunité de vendre des armes auprès des gens qui lui ont approché. Ces gens étaient qui? C'était des agents secrets américains, se faisant passer pour des guérilleros colombiens. Ils disent, bon, les Américains nous attaquent, on a besoin d'armes pour abattre des hélicoptères américains. Est-ce que tu peux nous en vendre? Il a dit, non, il n'y a pas de souci, je vous vends des armes si vous en avez besoin. Après, ces gens-là se sont révélés étant des agents secrets américains. Il a donc été arrêté pour l'intention de vouloir vendre des armes aux organisations terroristes prêtes à abattre des citoyens américains.
Donc ce n'est même pas qu'il avait abattu les citoyens américains. Il lui a placé face à 25 ans de prison. Il était donc arrêté depuis tout ce temps. Et pendant beaucoup d'années, Moscou essayait de négocier avec les États-Unis, Washington, pour essayer de trouver un moyen de libérer cette personne. Il était très connecté, il avait beaucoup de correspondances. C'est une personne assez génie, un coup de génie en tout cas, au point où il a constitué sa propre flotte d'avions cargo pour livrer ses cargaisons à travers le monde. Donc vous achetez les armes chez lui, vous n'avez même pas besoin de négocier comment transporter ça, parce qu'il a sa propre flotte d'avions pour livrer les armes là où il faut. Donc, beaucoup de personnes, pour ceux qui ne savent pas, beaucoup de personnes vivent comme ça. Et on l'a appelé le marchand de la mort. Il a même inspiré beaucoup de choses. Il a inspiré des films comme Lord of War, le Seigneur de la guerre, pour ceux qui connaissent, inspiré de sa vie, dans laquelle Nicolas Cage joue le trafiquant d'armes Yuri Orlov, pourchassé par l'Interpol. C'est ce monsieur ici, Boot, qui a inspiré ce film-là. Donc, pour ceux qui ne savent pas, beaucoup de choses, beaucoup d'armements se vendent comme ça. Là où il y a des guerres, on dit qu'il aurait vendu des armes en Afrique, en Afghanistan, dans des milieux terroristes. La vente de ces armes a influencé plus d'1 million de morts à travers le monde. Et évidemment, quand vous entendez dire qu'on a arrêté une telle personne, on est content de savoir qu'un marchand de la mort est parti derrière les barreaux, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que il y a toujours deux versions de l'histoire, n'est-ce pas? Voilà, il y a la version A, la version B, la vraie version. Parce que chacun raconte, ça dépend de qui raconte son histoire. Hein. Vous savez, quand quelqu'un vous dit que j'ai des problèmes avec tel, c'est un voleur, vous l'écoutez, vous le comprenez. Mais est-ce que ça veut vraiment dire que c'est un voleur? On ne sait pas, jusqu'à ce qu'on écoute la version de l'autre, n'est-ce pas? Le marchand de la mort, c'est-à-dire la personne qui vend les armes pour tuer les gens. C'est bien beau de l'entendre, mais la réalité est que, est-ce que les autres ne vendent pas des armes? Ceux qui l'accusent de marchander la mort ne vendent pas des armes. Okay, nous savons que tous ceux qui vendent des armes sont des marchands de la mort, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une façon légale de vendre des armes et une façon illégale de vendre des armes? Pourquoi on vend les armes? C'est pour tuer ou pas? Attendez, on vend seulement aux États? Non, on ne vend pas seulement aux États. On a ici ce qu'on appelle l'opération Cyclone, pour ceux qui ne savent pas. L'opération Cyclone était un code de programme de la CIA des États-Unis pour armer et financer des moudjahidines en Afghanistan en 1979 jusqu'en 1992, avant et pendant l'intervention militaire de l'USSR. C'est-à-dire, la CIA a armé les moudjahidines en 1979 jusqu'en 1992. C'était pour combattre qui? L'URSS. Les moudjahidines ont été également soutenus par les M16 britanniques qui a mené ces opérations secrètes distinctes. Le programme s'appuyait fortement sur le soutien de groupes islamiques militants, y compris des groupes ayant des liens djihadistes qui étaient favorisés par le régime de Mohamed Zal-Oukad. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit clairement que les États-Unis ainsi que la Grande-Bretagne, à un moment donné, ils ont favorisé ou ont aidé des forces obscures, des forces qu'on appelle obscures au moins aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour combattre leurs intérêts. C'est-à-dire, qui est le vrai marchand de la mort? Tout le monde est marchand de la mort. C'est ça la vérité. Dépendamment de l'option ou de l'opinion que vous entendez, tout le monde est marchand de la mort. Si vous entendez la femme de Boot, Victor Boot, parler, il dit que son mari était un businessman honnête. Non, ce film est un pur fantasme hollywoodien qui n'a rien à voir avec la vie de mon mari. Victor n'a aucun point commun avec ce héros. Même les agents américains, quand ils s'adressent à la cour, disent « Vous avez vu le film, vous savez qui est Victor Boot ?» C'était quelqu'un de droit, on est en train de mentir, il n'a jamais fait ces histoires-là. Il faisait son business correctement. Donc chacun vend sa version de l'histoire. Mais ici, le problème, c'est quoi? On parle d'un prétendu marchand de la mort et une basketteuse. Qu'on libère. S'il est vraiment marchand de la mort, pourquoi on libérerait un vrai marchand de la mort au nom d'une basketteuse? Point d'interrogation. Si vraiment le droit de l'homme existe, si le marchand de la mort a vraiment été auteur de plus d'1 million de morts, pourquoi on l'a libéré pour donner une basketteuse? C'est pas pour dire que la vie de Giner n'est pas importante. Mais est-ce que la mort de ceux qui sont morts à travers ce tueur, prétendu tueur, entre parenthèses, les millions de morts dont on l'a déclaré, c'était du baratin? C'était du n'importe quoi ou quoi? Ou ils ne valent pas la peine parce que ils étaient prétendument africains ou afghans, et tout ça. Qu'est-ce qu'on comprend ici maintenant? C'est clair. Le droit de l'homme n'existe pas. Le droit de l'homme est une question de perspective. Quand c'est pour nos intérêts, ce n'est pas un crime. Quand ce n'est pas pour nos intérêts, alors là, ce que vous faites, c'est un crime. Quand c'est nous qui envoyons les armes en Ukraine, des milliards de dollars, là, c'est pas marchander la mort. Mais quand c'est les autres qui vendent les mêmes armes que vous vendez, là, c'est marchander la mort. Je pense que si on veut être logique, on veut avoir un niveau moral, de moralité. Alors, dans ce cas, que personne ne vende des armes illégalement, que tout le monde promeuve la paix. Encore une fois, une basketteuse américaine échangée contre un marchand de la mort, entre parenthèses, d'après les États-Unis, qui aurait été à la hauteur des plus d'1 million de morts. Et une basketteuse qui amuse les gens. L'un condamné à 25 ans de prison, l'autre à 12 ans de prison. Ils ont été échangés. Pourquoi? Si les morts sont importants, c'est-à-dire que ces morts ne sont pas importants. Rentrons encore un peu, pour ceux qui ne connaissent pas. En Arabie Saoudite, il y a un roi, très respecté, très craint.
Il y a aussi un monsieur qu'on appelait Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi était éditeur en chef d'un journal saoudien. Il parlait positivement du roi et pendant qu'il le faisait, il était loué et célébré. À partir du moment où il a commencé à remettre en question les œuvres du roi en Arabie Saoudite, il a été perçu différemment. Comme tout le monde n'est pas corruptible, Jamal malheureusement faisait partie de ces personnes-là qui ont décidé de partir, cherchant sa propre vérité. Correct ou pas, seul lui le sait. Après s'être réfugié aux États-Unis pendant un temps, il s'est décidé de se marier à une femme turque. Et malheureusement, comme vous le savez, pour la paperasse, pour être marié à une personne, il faut avoir des documents légitimes venant de votre ambassade. Il a décidé de quitter les États-Unis pour aller en Turquie, pour aller à son ambassade de l'Arabie Saoudite qu'il avait fui depuis longtemps, pour chercher des documents pour épouser sa femme turque. Au jour de son rendez-vous au consulat saoudien en Istanbul, Jamal Khashoggi emmène celle qui deviendrait sa femme avec lui. Il lui dit, bon, moi je vais entrer dans le consulat pour aller essayer de faire ce que j'ai à faire, récupérer les papiers, pour que finalement toi et moi on parte se marier. Mais ça sera la dernière fois. Mais après son entrée, la dernière réalisera que ce serait la dernière fois qu'elle voyait Jamal Khashoggi. Ce qui s'est passé dans l'ambassade est une histoire laissée à votre imagination. On ne verra plus jamais Jamal Khashoggi. Le monde s'est énervé, les gens ont crié « Oh non, comment est-ce que l'Arabie Saoudite peut faire des choses aussi atroces ?» Incroyablement, l'Ouest s'est levé contre l'Arabie Saoudite. Mais évidemment, vous savez, puisque l'Arabie Saoudite produit le pétrole nécessaire pour manipuler le monde. S'il monte le prix, tout le monde en subit les conséquences. S'il diminue la production, tout le monde en subit les conséquences. Qu'est-ce qu'on a fait récemment? Au lieu de condamner Mohammed bin Salman pour le mal qu'il a fait, on lui a donné l'immunité juridique. Donc les États-Unis ont donné l'immunité juridique au roi qui a fait tuer Jamal Khashoggi. Où est le droit de l'homme? Le prince MBS a reçu l'immunité venant de Joe Biden, malgré les crimes qu'il a commis contre Jamal Khashoggi. Aux yeux du monde, tout le monde savait, les preuves étaient là. Au lieu de le condamner ouvertement, on a fait un choix. On va te laisser libre, on va te laisser faire, tu ne seras pas condamné, puisque c'est toi. Est-ce que le droit de l'homme existe vraiment? Ou le droit de l'homme dépend des intérêts qu'on a? Quand on a posé la question à Donald Trump, disant pourquoi vous n'avez pas sanctionné l'Arabie Saoudite pour les atrocités, pour les crimes évidents qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on devrait tuer un deal aussi important de vente d'armes que nous avons avec l'Arabie Saoudite parce que quelqu'un est mort? Vous comprenez? Donc le deal d'armes était beaucoup plus important que la vie de cette personne ou les intérêts de sa famille. Est-ce que le droit de l'homme existe vraiment? Quand les gens meurent en Ukraine, là, il faut parler du droit de l'homme. Quand ils meurent en Afrique, personne n'en parle. Quand c'est de l'autre côté, tout le monde en parle. Quand c'est au Méditerranée, personne n'en parle. Le plus important, la leçon ici, c'est quoi? Il faut comprendre dans quel monde on vit. Le droit de l'homme dépend de qui est auteur des atrocités. Si c'est nous, ça ne pose aucun problème. Si c'est eux, là, c'est un problème. Il faut crier au droit de l'homme. Encore une fois, un marchand d'armes échangé contre une basketteuse. Nous respectons la vie de cette jeune basketteuse. Mais un vendeur d'armes, entre parenthèses, s'il est vraiment vendeur d'armes et qu'il était auteur des millions de morts, pourquoi on l'échangerait pour une basketteuse? Pour une interrogation. Et s'il est vraiment vendeur d'armes, qui est vraiment vendeur d'armes si tout le monde vend des armes et cause la mort? Les amis, ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Le monsieur Bout qu'on vient de libérer, dès qu'il est arrivé en Russie, il a fait une déclaration. Il dit, on dit, l'ex-officier de l'armée soviétique âgé de 55 ans a également dit soutenir pleinement l'attaque de Kremlin en Ukraine. Si j'en avais la possibilité et les compétences nécessaires, je me porterais volontaire, a-t-il déclaré. Disons ne pas comprendre pourquoi l'offensive massive de Moscou n'avait pas eu lieu en 2014. Pour vous dire franchement, dit-il, je n'ai pas compris pourquoi nous n'avons pas fait ça plus tôt en 2014. Si j'en avais la possibilité, je me serais engagé comme volontaire, a-t-il déclaré. Donc voilà l'homme qu'on vient de libérer, l'homme qu'on a accusé de tout ce que vous avez compris là. On vient à peine de le libérer, il dit qu'il soutient totalement l'attaque sur l'Ukraine. Okay? Et s'il pouvait, il serait parti lui-même se battre. Maintenant, dites-moi, si vraiment il est ce que vous dites qu'il est, pourquoi on l'a libéré? Pourquoi on l'a libéré? On l'a libéré pour des intérêts bien clairs. Bon, vous avez quelqu'un, vous comprenez qui c'est qu'il est, vous dites qu'il est méchant, il est mauvais, il tue les gens. Et vous le libérez pour une basketteuse, n'est-ce pas? Vous le libérez pour une basketteuse. Mais dès qu'il arrive, il fait sa déclaration. Pourquoi on n'a pas attaqué plus longtemps? Vous voulez que la guerre finisse ou pas? Vous voulez vendre des armes ou pas? Ah,